tous, ici les Lucasfilles, moi c'est Claire. Moi, c'est Aurélie. Aujourd'hui, on va vous présenter nos moments préférés de la prélogie parce que c'est vrai que on la bâche souvent sur cette chaîne. C'est pas la trilogie qu'on a préférée, disons, mais on n'est pas non plus bégueule, hein. Il y a des très bonnes choses dans la prélogie et donc on va vous faire notre petite liste. Ah, puis on a pensé aussi à tous les auditeurs qui aiment la prélogie. Il y en a plein et il n'y a pas à avoir honte d'aimer la prélogie, hein, Absolument pas. Mhm. donc on s'est dit ok, on va aller creuser. Moi je me suis torturée sur les dernières cartes. Alors on vous prévient, hein. Oh, oui, on a des choses qu'on aime bien dans la prélogie, mais vous nous connaissez, ça va partir en cacahuète. On va sûrement rigoler. Alors encore une fois, c'est pas pour se foutre de la gueule des auditeurs qui aiment la prélogie. Encore une fois, on respecte, mais nous des fois ça nous fait marrer, donc on va probablement rigoler, hein. Et on vous encourage à nous dire ce que vous avez préféré dans la prélogie. Encore une fois, c'est pas pour critiquer, on va essayer de rester positif un maximum. Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous êtes d'accord avec nos choix? Et qu'est-ce que vous voudriez nous dire sur votre best-of de la prélogie? Alors, il n'y a pas d'ordre particulier. En fait, on va alterner les moments qu'on a aimés. Il y en a certains qu'on a en commun, donc ça, on vous le dira aussi. Et puis, on s'arrêtera quand on aura épuisé le sujet, parce qu'au départ, on pensait faire un top 10, et puis finalement, hein, Claire, on en a plus. Oh ouais, un top 10 à nous deux, hein. On n'était pas ambitieuses, hein, au début. Et puis finalement, oui, je pense qu'on va largement dépasser la dose recommandée, prescrite, hein. Donc attention à l'overdose de prélogie pour ceux qui ont du mal. On espère, nous, pouvoir survivre à l'expérience. Mais c'est bien qu'on ait des choses en commun, parce que ça montre que oui, la prélogie, parfois, ça peut être consensuel. Complètement. Effectivement. Tu veux commencer? Je vais commencer pas très original, hein, la musique. Voilà, John Williams, respect. C'est vrai qu'il a créé, peut-être qu'il s'est senti obligé de monter le niveau. Il y a vraiment des thèmes qui vous restent dans la tête, hein. Duel of the Fates, que le duel des destins, est super réussi, hein, clairement, il vous reste dans la tête pendant des heures. Across the Stars, Ah, qu'il est beau ce voilà, morceau. Il est magnifique magnifique. thème d'amour. C'est même meilleur quasiment que celui pour Léa ou pour Léa et Anne. Qui sont très beaux, hein, mais alors celui-là, il est d'une beauté. Il est Euh, envoûtant. Il est vraiment ah ouais, envoûtant. ça compense ce qui se passe à Bah, l'écran. c'est-à-dire, voilà, on aurait aimé avoir l'équivalent transposé sur l'écran, quoi. Ah, et peut-être que John Williams s'est senti de rendre crédible par la musique. Alors encore une fois, si vous l'écoutez les yeux fermés, vous vous dites c'est trop beau comme histoire d'amour. Donc oui, il faudrait aussi fermer les oreilles, mais du coup on n'entendrait plus la musique de John Williams. Donc très très beau. Le duel final également. Ah oui, sur Mustafar, la musique est très très Ouais, belle. la musique est bien, et puis les rémunérations de Padmé, ça aussi c'est envoûtant. Mais du coup, ça me fait sur un autre moment que j'aime bien, où là il y a tout qui se met en place. Mais ouais, la musique de John Williams, pour moi, c'est à sauver, hein, de la prélogie, clairement. Ah, clairement, c'est un des meilleurs éléments de la prélogie. Et tu parlais des ruminations de Padmé, bah moi c'est un des moments que j'ai préféré dans la prélogie. C'est en partie dû à la musique, mais pour le coup, je trouve que la réalisation est magnifique. Cet échange muet qu'ils ont d'un bout à l'autre de Coruscant, c'était vraiment très très beau. La palette est magnifique aussi, avec ce coucher de soleil. Enfin, c'est vraiment un des moments les plus marquants de toute la prélogie, je trouve. Ah oui, c'est très très beau. Je sais bien qu'il y a des gens qui disent ouais, c'est encore un moment où il se passe rien, ils disent rien, ils sont debout à la fenêtre. Bah non, justement, ça marche bien ce passage, comme tu l'as dit. Il y a tout qui se met en place aussi bien, les décors, les costumes, le jeu des acteurs. C'est difficile de parler du jeu des acteurs en général, mais là, pour le coup, ça fonctionne. Enfin, je trouve ce moment très émouvant aussi, très beau. Et voilà, j'aime bien ce moment-là aussi, moi. Tout à fait, je suis à fond. Je me demande si ce jour-là, George Lucas s'était fait porter pâle. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Alors, si c'est lui, là, chapeau. C'était très beau. Merci, Georges. Mais George Lucas, il a des fulgurances hein, parfois en tant que réalisateur, hein. Je pense que c'en est une. Il avait abusé du champomis ce jour-là, je sais pas, mais ça a fonctionné. Ça marchait, comme quoi Ça c'était marche possible. très très bien. Mais c'est peut-être justement parce qu'il n'y avait pas de dialogue. Ah là, pour le coup, c'est vraiment du visual storytelling à fond et on voit bien le moment où Anakin prend sa décision. Ouais,
plus encore que le moment où il est adoubé par Palpatine, c'est le moment où il devient Dark Vador quelque part. Il accepte qu'il va devoir basculer du côté obscur pour sauver sa femme. C'est vraiment le moment où sa décision est prise. Ça réhabiliterait le jeu d'Aiden Christensen, j'ai envie de dire, moi, parce que ça montre que quand il n'est pas desservi par des dialogues pourraves, ça peut fonctionner. Dans le 3, il y a plein de moments où il est hyper convaincant et il s'en sort plutôt bien vu les dialogues en bois de George Lucas, moi je trouve. On a plein de choses positives à dire, hein, vous voyez. Oui, je me disais que finalement, il y avait une grande carrière dans le muet qui aurait pu s'offrir à George Lucas. Bon, voilà, c'est pas grave. Alors, suivant. Eh ben, je vais aussi rester dans la facilité avec la garde-robe de Padmé. Ah, j'adore. Ah, Elle est c'est trop beau. incroyable. Elle est incroyable cette garde-robe. Dans les 3 épisodes, hein, et chaque épisode a vraiment sa saveur toute particulière et ça fonctionne à chaque fois. Enfin, il y a très peu de loupés alors qu'elle a quand même une garde-robe extensive. Ouais, mais oui, oui, ah bah, la valise aussi est extensible. Mais hommage à la costumière Trisha Bigard, hein, qui a fait. Alors, il y a un livre, moi, que je convoite à fond. Elle avait fait un livre qui s'appelle Dressing the Galaxy sur les costumes de la prélogie. Il est plus trouvable, hein, ou alors à prix d'or. Hein, si jamais quelqu'un veut me refourguer une édition, je prends. Parce On va que se cotiser, Claire. ah, les costumes sont beaux, vraiment ils sont sublimes. Et c'est vrai quand on voit les cosplayers, ils s'y trompent pas. Hein. Moi, j'en ai vu passer à la convention à Chicago, que ce soit la robe de mariée, même la première robe en grand costume mogol ou mongol. Je sais Elle est mieux si c'est bon, je crois que c'est mon d'inspiration costume mongol. mongole et tibétaine. C'est ça. Ce look superbe, vraiment, ça porte. À regarder, c'est vrai que c'est très beau. Et c'est vrai qu'il y a toute une histoire. Derrière chaque costume, on peut avoir un état des lieux de l'histoire, la progression émotionnelle de l'histoire se ressent dans les costumes. Donc c'est très très bien. Très C'est bien très très fichu. bien fait. Ouais. Non, franchement, sur la garde-robe de Padmé, parce que c'est la plus spectaculaire, c'est vraiment un très très beau travail. Et bon, en plus, enfin, je veux dire, à la base, Nathalie Portman, elle est quand même très très jolie et ça fonctionne super bien. Moi, j'avoue que j'ai un faible pour pas mal de ses robes quand elle est enceinte. Il y en a certaines Ah oui. qu'on ne voit pas finalement ou presque pas au montage final, mais elle a vraiment des très très jolies robes dans l'épisode 3, je trouve. Ouais, puis là, la costumière, elle en avait réalisé plus qui n'ont finalement pas été retenues parce que déjà il y Mhm. a des scènes de Padmé qui ont sauté au Ouais. montage, donc il y avait déjà des robes qui ont disparu. Et bon, c'est dommage qu'on les voit pas. Je me demande si elles sont justement dans ce beau livre dont je vous avais parlé parce que ça doit être une œuvre d'art. La robe d'enterrement, Oh, elle est sublime. magnifique. C'est vrai on voit des fois quasiment rien du costume, hein, un tout petit détail. Quand il y a des gros plans, on peut les trouver parfois sur internet, du tissu, des motifs. C'est impressionnant le travail qui a été fourni, c'est de la haute couture. Carrie Fisher était jalouse, hein. Ah Dans oui. un roast qu'elle avait fait de George Lucas, elle disait non mais attends, moi j'avais pas de soutien-gorge, j'avais genre 2 robes à chaque épisode et l'autre à chaque scène elle a une nouvelle coiffure, une nouvelle robe, c'est dégueulasse. Oui, elle l'avait bien taclé là-dessus dans un des meilleurs discours qu'elle ait fait. Je crois qu'il remettait c'était un hommage à George Lucas pour toute sa carrière. On vous mettra la vidéo, le lien en barre d'infos parce que vraiment le discours de Carrie Fisher est à pisser de rire quoi. Ah bah il est iconique. Elle était formidable. Mais ouais, non, c'est vrai que... bah, en même temps, Leia, elle était en temps de guerre. Alors peut-être qu'au niveau costume, puis bon, toute sa garde-robe sur Alderaan, bah, malheureusement, elle n'y avait plus accès. Il y a il y a un très joli... il y a une BD, mais je crois que c'est dans la BD de Poe, où elle a accès, on la voit avec la garde-robe de sa mère. Oui, On la voit qui tient la robe, la fameuse robe de Naboo avec le sable. Euh, Elle est en train de regarder cette robe-là, robe qui est très 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 belle. Et Ashley Eckstein qui a fait une ligne spéciale pour les filles qui s'appelle Her Universe, qui est vendue malheureusement qu'aux États-Unis, désolée. Et ben elle a fait une version portable. Quand je dis portable, c'est-à-dire que on peut la mettre tous les jours, enfin tous les jours pour des occasions spéciales. Elle a fait une version non costume de cette
robe qui est très jolie. Et je crois que c'est à ce moment-là où Leia, je sais pas si elle le dit ou si elle le pense dans la bande dessinée, mais elle dit qu'elle aurait aimé avoir une petite fille à qui léguer ses robes. C'est ça, clin d'œil. Bah, clin d'œil, hein, Ben et Rey, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, faut récupérer les robes de Padmé et ce sera le trousseau de mariée de votre fille. Allez, au boulot. Eh, parce que je sais qu'une de nos auditrices maintenant est hantée par la vision de Kylo Ren avec la robe en cuir noir de sa mère. J'espère qu'on va De pas sa vous mettre grand-mère, des de images sa grand-mère. de sa grand-mère, tu as raison. Donc maintenant, j'espère qu'on va pas vous mettre des images de Kylo avec la robe, avec toutes les robes de De Padmé. Padmé. Oh. Oui, on peut aussi imaginer Kylo en bikini de sa mère, hein, ça a été fait, hein, j'ai déjà vu Oh passer. mon Dieu, oh là 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 là. Non, je veux vraiment pas avoir ce visuel. Je suis trop innocente. Alors pour les costumes, on vous gardera un épisode spécial, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas mentionner la prélogie sans mentionner les costumes. C'est vrai que pour une fois, pour les filles, c'était un bonheur à regarder. Pas que pour les filles d'ailleurs, hein, les mecs peuvent apprécier les beaux costumes. Hein. Ah, c'était une débauche. Après, le côté vraiment aride, militaire, de la trilogie d'origine, bien sûr. Hein. Ah, comme tu l'as souligné, le contexte est pas du tout le même. Alors, on peut regretter, bien que il y a les servantes, tu as la cour, les aides derrière là, de Padmé qui Qui sont ces doubles en plus. Oui, qui sont ces doubles, qui sont derrière. Donc il y a plus de personnages féminins, bien que elles sont pas du tout développées. C'est vrai que c'est dommage par contre qu'il y ait eu qu'une seule femme avec autant de costumes et qu'on n'ait pas eu plus de développement sur les personnages féminins. Moi, je vais continuer à regretter ça. Oui, il commence à y en avoir, mais attends, on n'a qu'une seule nana quoi pendant tout le truc. C'est Ouais, à nouveau, une seule nana à se foutre sous la dent, quoi. bien que oui, il y en ait dans le fond, mais c'est pas ce qu'on remarque le plus. Et Pas elles ont vraiment. pratiquement pas de dialogue. Donc pour s'identifier, c'est moyen faible hein, quand même. Mais bon. Suivant. Alors, on quitte les garde-robes. Moi, j'aimerais parler de la pod race de l'épisode 1, qui m'a rappelé une de mes séquences préférées, d'un de mes films préférés, à savoir la course de char dans Ben-Hur. J'ai adoré cette séquence de la menace fantôme. Vraiment, j'ai pris un panard sans nom dans le cinéma, alors qu'il y a eu d'autres moments où je m'étais vraiment fait chier, mais alors vraiment la pod race, ça bouge à toute vitesse, c'est hyper efficace. Au niveau de la réal, il n'y a pas de souci. Tu repères les endroits où ils ont tourné en décor réel, etc. Le speaker à double tête, moi ça m'a trop fait délirer. Enfin vraiment, j'ai adoré cette séquence. Ouais, moi je dirais que ouais, le spectacle est aussi dans la salle. J'avais vu un truc sur les effets spéciaux. Les personnages, ils les avaient fait avec des cotons-tiges quand ils avaient filmé. Et après, ils ont rajouté les. Ah, c'est intéressant ça. Pour l'effet de foule, ouais. C'est Ouais, génial. puis il y a Warwick Davis qui est présent aussi dans les. Il est à côté de Jabba, je crois. Il est dans Ouais. l'aéropage de Jabba the Hutt, non? Peut-être, oui, je sais plus. sais Mais en tout plus. cas, on le voit très clairement dans la foule. Oui, il y a Jabba, ouais. Il y a Jabba avec une copine. Il est pas venu tout seul. Jabba a toujours une copine au bras. Hein. Ouais, mais c'est une copine comme lui, c'est une copine limace, non? Pour une fois, il est avec une autre. Il est Ah, avec une c'était autre peut-être Hutt. Mama la Hutt. Il a peut-être sorti maman pour aller au spectacle. Ah ouais, il est sorti Bobonne. Est-ce que c'est la maman de Rota? La question se pose. Ah, je ne suis pas très calée sur la généalogie des Hutt, hein. Je te cache Ah, pas. je sais pas, Rota, on l'a sorti dans le Clone Wars, là, qu'il avait une espèce de petite crotte. qui se baladait. Voilà, bon, je sais pas, il est pas venu avec toute sa famille, on sait pas. Mais ouais, la podresse, oui, ouais, si, je comprends que ce soit intéressant. Bon, c'est vrai que ça fait vraiment Ben-Hur. Alors, en plus, il manque la tension sexuelle entre Messala et Judas. Ah Puisque là, oui. entre ces Bulba et Anakin, il n'y a pas beaucoup de tension sexuelle. Heureusement, car Anakin est un enfant, vous vous rappelez. Là pour le coup, ils sont restés au niveau rivalité sportive, hein, j'ai envie de te dire, pur Ouais. jus et pas règlement de compte entre deux anciens amants. On vous renvoie vers notre vidéo sur les méchants in love, où on abordait ces questions entre Messala et Judas Ben-Hur. C'est une grande histoire. Alors, la podresse, est-ce que. Je crois que Gladiator est sorti après, donc je sais que clairement sur l'épisode 2, George Lucas avait envie de faire son Gladiator. Je pense que c'était déjà
déjà, peut-être qu'il savait déjà que ça allait sortir. Enfin bon, encore une fois, un film, ça se fait pas en 3 mois, hein. Donc il y a du temps de production, donc ils savent très bien ce qui se fait dans le studio d'à côté. Est-ce qu'il a voulu se faire, ouais, son péplum parce qu'il voyait qu'à côté il y avait Ridley Scott qui en faisait un et que comme Ridley Scott s'est fait quand même une réputation en science-fiction avec Alien, donc tous les deux, du coup, ils se sont peut-être sentis de se tirer la bourre sur la science-fiction. Je sais pas. Moi, je sais pas. Après, je pense qu'il a voulu aussi faire la podresse parce qu'il s'est dit, les gars, on va pouvoir vendre du jeu vidéo. Et c'est vrai qu'en en termes de séquences de jeux vidéo, la podresse. Et après, je crois qu'il a ressorti une édition où il avait fait une version longue. Moi, je trouve qu'elle est déjà suffisamment longue comme elle Ah est. Bon, oui, 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 encore. c'est proportionnellement, c'est comme celle de Bénur. Mais je pense qu'il voulait faire la pod race aussi pour justifier les talents de pilote d'Anakin, puisque à la fin de l'épisode 1, alors là par contre c'est pas les trucs qu'on aime. Ah, si j'appuyais sur ce bouton, ah super, je décolle dans l'espace. Ah tiens, si j'appuyais sur ce bouton, oh oh, ah bah j'ai détruit le vaisseau de la Fédération. Bon, ça va quoi. Et puis c'était le tournant des années 2000, c'est le moment où les péplums sont revenus à la mode, parce que bah, après ça a ouvert la porte pour Rome, Spartacus, les séries télé, etc. Donc, et je pense que dans l'épisode 2, il a voulu se faire un mix entre, ouais, peut-être Quo Vadis? Gladiator et Quo Vadis, exactement, Quo Vadis. T'as Hmm. même le taureau, là, le taureau qu'il Oui. faut vaincre, en l'occurrence là, au lieu de lui rompre le cou comme Ursus, le géant qui garde Lygie. Dans Quo Vadis, Anakin, grâce à la force, l'apprivoise. Mais on est complètement là-dedans avec nos trois martyrs chrétiens attachés à des poteaux qui ressemblent à des phallus. On vous renvoie vers notre vidéo sur le sexe dans Star Wars. Bah, je crois que c'est ton tour. Du coup. Ouais, non, mais attends, je sais pas s'il y avait pas quelque chose à rajouter sur la course. J'étais en train de me demander. Oui, sur la course, au fait, ceux qui trouvent que Rey est une Marissou, on vous rappelle que Anakin n'avait jamais piloté de podresse avant. Enfin, il avait jamais de pod. Il avait jamais piloté un pod. Il dit bien à un moment à Qui-Gon que c'est sa première fois qu'il est jamais arrivé jusqu'au bout d'une course. Donc, premier essai, coup de maître. La force était avec lui. Le Ouais, destin ouais, était ouais, en ouais. marche puisque les Jedi l'avaient trouvé. Tintin, tintin. Il avait mis un tigre dans son moteur. Alors, si c'est à moi, alors j'aimerais parler de Space Jésus pour toujours. Ah là là, Ewan McGregor en Obi-Wan. Alors, très bon choix. Bon, évidemment, ils ont essayé de prendre le plus près d'Alec Guinness qu'ils pouvaient. Mais alors, moi, à chaque fois, ça m'éclate les histoires de photos d'Obi-Wan, effectivement, qui se retrouvent dans des salons de gens qui ne connaissent pas du tout Star Wars, mais qui sont persuadés que c'est un tableau représentant Jésus. C'est fascinant. J'avais jamais entendu parler de ça, moi. Ah, tu connais pas? Ah Ah bah non. sur Facebook, moi j'en vois passer régulièrement des gens soit qui font des blagues à leur famille qui connaissent pas du tout Star Wars mais qui sont profondément croyantes et donc qui leur donnent, ou alors vraiment des gens qui font l'erreur avec les meilleures intentions du monde, hein. Encore une fois, c'est pas pour critiquer la foi des uns et des autres, mais c'est assez amusant de voir cette image, cette espèce d'iconographie d'Obi-Wan en Space Jésus. Ouais, mais c'est la barbe de l'épisode 2, ça, je suppose. La coiffure et la Oui, barbe de oui, oui. Ah l'épisode bah 2. c'est pas quand il est avec sa queue de rat Avec dans le premier son épisode, couetou, hein. mais parce il est vachement mieux coiffé dans l'épisode 3, ça passe beaucoup mieux, mais dans l'épisode 2, le pauvre, je pense que c'est là il a pris le plus cher, Ewan McGregor, quoi. Non seulement Ah, il a joué avec personne devant des écrans bleus pendant tout le film, mais en plus, bah, il avait un look pas possible, quoi. il a un brushing, hein, ouais. Il est brushingé à donf. Bah, il a joué avec personne. Il a quand même une scène qui est chouette. C'est quand il est avec Christopher Lee, ce qui est aussi Ouais. un de mes méga bonus de la prélogie, moi, Christopher Lee Forever. Donc c'est vrai qu'ils ont une jolie scène ensemble où on est avec des thèmes, des thématiques de dualité, de tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, qui là marche super bien. Donc là, du coup, ça met un peu sur un autre point que j'aime beaucoup. Mais bon, bah, il joue bien, Ewan McGregor, même quand il a du mal à cacher ses faux rires, ça se passe à peu près correctement. Il est crédible. Ouais, il y a des trucs que j'aime moins, par exemple, quand il vient de tuer Grievous, j'aime pas trop son attitude à ce moment-là. Non, elle est assez, Il elle y est a des trucs vraiment qui pas me Jedi, hein, déplaisent. pour le coup. Ouais.
Il y a plein de trucs qui me déplaisent dans Obi-Wan. Je ne reproche rien à l'acteur, hein. C'est pour ça que je me mets en avant sur Ewan McGregor. Très bon choix. Sur la représentation d'Obi-Wan, peut-être qu'un jour on en fera quelque chose de spécial là-dessus, sur les Jedi, ou j'en sais rien, mais il y a des choses à discuter. Et puis alors surtout aussi, on va dire, on voit la joie de cet acteur à être dans cet univers, comme tu l'as dit, qui était un univers pourtant stérile, parce qu'avec des fonds verts et des machins, il se passait pas grand-chose. Mais quand on voit les making-of, où il s'éclate, quoi, où il est là en train de faire whoosh whoosh avec son sabre laser. Nous, encore une fois, c'est souvent ce qu'on essaye de mettre en avant dans la chaîne, c'est Star Wars, c'est censé être du bonheur. Et de voir des gens qui s'éclatent autant à produire ça, qui pensent aux enfants qui vont regarder. Je crois qu'Ewan McGregor, j'avais vu une interview assez récemment où il était en train de dire, nous, on voit maintenant les gens qui aiment la prélogie parce qu'on l'avait fait pour les enfants ont grandi et maintenant ils sont prêts à défendre le travail qu'on a fait. Ouais, c'est chouette. Bah ouais, c'est chouette. Mais globalement, quand tu vois tous les bonus de tournage, des coulisses du tournage, tu vois, même avec Hayden Christensen et Nathalie Portman, des fois il y a des gadins, il y a des fous rires, ils se sont bien entendus sur le tournage. Je pense qu'entre les acteurs, ça s'est quand même bien passé. C'est dommage que ça transparaisse pas davantage. Dans le film, en tout cas nous, avec notre regard d'adulte, au moment où c'est sorti, on était déjà des adultes, donc on l'a pas du tout reçu comme les enfants. Mais si les enfants ont aimé, de toute façon c'était le but recherché, hein, donc... En fait, limite pour apprécier la prélogie, il faudrait regarder le making-of avec la musique de John Williams. Et là, t'as un putain de bon film. Comment j'enchaîne là-dessus, moi Je vais rester avec Obi-Wan. J'adore Boga la lézarde. Alors je sais que c'est un autre nom d'alien, mais Boga la lézarde qu'Obi-Wan apprivoise sur Utapao dans l'épisode 3. Moi, elle m'éclate avec son petit son petit cri là, elle me fait délirer. Ah, je t'avais dit que j'allais imiter la lézarde. Le cri. Elle a osé. Tu le fais bien. J'assume complètement. Ah, mais attends, je me suis maté ces scènes en boucle. J'adore cette lézarde, mais ça m'a fendu le cœur quand elle se fait blaster avec l'ordre 66 là. La chute fatale, le gadin. Le gadin, elle, on l'a pas revu. Elle est pas revenue du gouffre. Faudra pas l'oublier quand on fera un hommage à tous les gadins de la galaxie. Ma petite Boga la lézarde. Donc voilà, moi je voulais absolument parler d'elle parce que je la surkiffe. Voilà. Bon, alors c'est vrai que par contre on est dans le CGI à donf, et c'est pas forcément le mieux de la prélogie. Par contre, c'est bien que t'en aies parlé, puis du coup mon fils va être hyper content que je parle de lui parce qu'il me dit sans arrêt, maman, faudrait que tu parles de moi, donc désolé, je vais révéler que je suis maman et je vais rien dire de très personnel. Mais mon fils surkiffe Boga la lézarde et adorerait que Lego nous la ressorte enfin parce que voilà, ça manque. Donc merci Monsieur Lego de nous refaire des Boga la lézarde. Mais elle était hyper stylée et la façon dont elle se déplaçait, c'était bien foutu. C'était franchement bien foutu. Avec sa petite collerette de plumes au-dessus de elle avait une bonne bouille et tout. Non, moi, elle était vraiment Boga. Non, une grosse perte de l'épisode 3. Moi, vraiment, ça m'a pas plu du tout qu'elle crève. J'étais pas contente. Ah, elle est peut-être pas morte, parce que... Elle va peut-être revenir, mais elle a pas été coupée en deux avant de tomber. Alors du coup, est-ce que ça compte ? Je ne sais pas. Ah, c'est vrai que ça aide quand tu tombes en te faisant couper en deux. Tu mets toutes les chances de ton côté de reviendre. Donc voilà. Peut-être que tu auras un jour une version animatronique de Boga dans une attraction, j'en sais rien. Ou peut-être qu'ils vont nous les ressortir. Il y en avait pas dans les Clone Wars, il me semble qu'il y en avait. Les Clone Wars, j'ai pas tout vu. J'avais vu la série dessin animé avant que ça devienne de la CGI. J'avais vu vraiment la version dessin animé qui était très bien foutue d'ailleurs. Bon, une fois qu'on s'habitue au design, les histoires étaient vraiment sympas des Clone Wars. Mais Et ben alors après Boga la lézarde, on va rester dans le reptilien. Moi j'aimerais parler du décor des appartements de Palpatine. Ah Voilà. Alors super parce que encore une fois CGI avec le balai de taxi derrière, c'est pas toujours intéressant à regarder. Mais alors au niveau du code couleur et les statues et alors cette fresque impressionnante derrière Palpatine quand il est en train d'essayer de séduire Anakin du côté obscur. Et là on aurait vraiment envie de zoomer à donf et faire des gros plans. Elle est intrigante cette fresque et il n'y a pas beaucoup d'art dans Star Wars. Vous verrez qu'il n'y a pas
tableaux. Alors, il y a quelques statues et il y a cette fresque. Et donc, du coup, moi, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Et je trouve ça réussi sur... Bon, encore une fois, hein, ils auraient dû le voir venir gros comme un camion, hein, que Palpatine, c'était le sombre Lord Sith caché au sein du Sénat, parce que, putain, purée, le décor, quoi. Rouge carmin. Ah, moi j'avais surkiffé sa moquette, hein. Moi je voulais la même moquette, hein. Franchement, elle était trop bien. C'est surtout la Ah bah, moquette que j'ai retenue, moi, dans son bureau, tu vois. C'est quoi? ça permet d'éviter de voir les taches de sang, tu vois, la moquette. C'est bien pensé. Quand tu massacres du Jedi, après, quand t'as la femme de ménage qui passe derrière, elle est pas en train de râler. Mais tu évoquais l'échange, c'est vrai, très réussi entre Obi-Wan et Dooku dans l'épisode 2. Dooku, il dit les choses comme elles sont. Il est en train de dire à Obi-Wan, oui, le Sénat est tombé entre les mains d'un seigneur Sith, machin et tout. Et Obi-Wan, non, je te crois pas. Bah, là, vous auriez quand même pu échanger entre Jedi, en parler au conseil et investiguer un minimum, quoi. Bande d'abrutis. Bon, épisode spécial Jedi en vue, hein, mais... Bon, Bon, cela il y a dit, déjà... Ouais. MJ déjà a fait un très bon épisode Oui, sur les Jedi sont des gros cons et il a bien raison. Parce que oui, vraiment, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, en même temps, on vous encourage à aller voir cet épisode qui est en français et qui est très très bien fait. qui est très Ah, drôle parce en qu'après, plus. il y avait Pop Culture Detective qui avait aussi un très bon épisode The sur Case les Against the Jedi. Jedi, ouais. C'est ça. Donc, si vous maîtrisez l'anglais, on vous incite également à voir celui-là. Mais si vous êtes uniquement, ce qui n'est pas d'ailleurs une tare, limité à la langue de Molière et non pas à la langue de Shakespeare, eh ben, allez voir MJ, c'est très bien fait. Alors pour rester dans le décor, moi j'ai adoré dans l'épisode 1 le moment où Obi-Wan, Qui-Gon et Jar Jar arrivent dans la ville sous-marine des Gungans. J'ai trouvé que le monde des Gungans était magnifique. Vraiment que c'était très très beau. Avec ce système de bulles, etc., de tourelles, d'empilement sous l'eau, c'était vraiment magnifique. Et bah, pour le coup, le CGI passait vraiment bien et a pas trop mal vieilli, je trouve. Je me suis rematé les Blu-ray en début d'année et je trouve que ça a pas trop mal vieilli. Je sais pas trop, c'est vrai que c'est intéressant, ça me faisait penser un peu à Abyss, moi. Ouais, il y a un côté. Et j'ai retrouvé un peu cette sensation en allant voir Aquaman. D'accord, oui, c'est vrai, oui, Le même aussi genre beaucoup de de, CGI. de monde, le même genre de monde Oui, sous-marin où au niveau de l'architecture, c'est un système de bulles, mais forcément tout cela est tenu par une structure en dur et c'est évidemment très sinueux, etc. Et c'est vraiment très très harmonieux, c'est très joli. En plus, je trouvais que la palette de couleurs, enfin vraiment, c'est une séquence que j'ai beaucoup aimée au cinéma et que je trouve toujours aussi belle aujourd'hui. après, si on va dans le domaine du conte de fées, ça peut faire penser à Pousselina qui pousse son crapaud Ah, dans le même univers. Mais, non, parce que Boss Nass, là, ouais, c'est un cousin de Jabba, hein, il est pas très loin. mais c'est vrai que Pousselina, on l'a pas mentionné dans notre vidéo sur le béguin du méchant ou les méchants in love, mais tout le monde veut épouser Pousselina, quoi. Pousselina ou Poussette, hein, j'ai dit celui-là, mais en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de le dire. Je crois que Pousselina, c'est spécifiquement un film, hein, il me C'est le semble. Ça, on dit dessin plutôt animé, ouais, où Poussette. Oui. t'as la taupe qui veut l'épouser, le crapaud, le machin, ils veulent tous C'est ça, l'épouser. tous les animaux. Là, en plus, amour monstrueux, zoophilie. Donc là, on est à fond. Mais le film est bien d'ailleurs, il est très joli. Ouais, alors tu sais, là aussi, je soupçonne vaguement le plan jeu vidéo. Je sais pas si ça a été fait parce que je n'ai pas joué à des jeux de prélogie, à part les Lego Star Wars, etc. Mais est-ce qu'il y a des séquences où tu dois manipuler un Gungan en train de nager et passer au milieu des bulles? Tu vois, moi, je le vois carrément en jeu vidéo, ça. Et je pense que c'est typiquement le genre de niveau où j'aurais eu envie de me flinguer, mais ou de flinguer l'écran. Ah, je vais dire, alors si ça va avec ce que tu dis parce que je vais sur un plan large, c'est pas très non plus audacieux de ma part, dire que j'ai apprécié les efforts de world building parce que c'est vrai que dans la trilogie originale, on a l'impression qu'on tourne autour de trois planètes et là, du coup, on va plus loin dans la découverte de cette galaxie très très lointaine et il y a plein de choses qui se passent. Alors c'est vrai qu'on tourne encore avec Tatooine, hein, mais de découvrir toutes ces cultures, ces communautés, ces esthétiques, ces rituels, parce qu'on voit bien qu'ils ont chacun leur manière de fonctionner et on y touche vraiment qu'un
toute petite infinitésimale partie, puisque quand on voit la taille du Sénat et le nombre de systèmes qui sont représentés, bon, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose, mais c'est vrai qu'après ça permet pour l'univers étendu de pouvoir développer en BD, en roman. D'ailleurs, anecdote, il y a E.T. Dans Oui, la galaxie toitale. Voilà, donc on peut imaginer la planète des E.T. qui fait partie de l'univers de Star Wars. mais c'est d'ailleurs assez paradoxal parce que on a vraiment le sentiment enfin que c'est une galaxie. On en prend vraiment conscience de par la diversité des formes de vie, des paysages, des planètes, des systèmes comme tu l'as dit. Et à côté de ça, t'as l'impression que c'est un village parce que tout le monde connaît tout le monde est l'enfant de tout le monde, ou tout le monde a été fabriqué par tout le monde. C'est vraiment paradoxal dans la prélogie en fait. Hein. C'est très curieux. Bah, c'est surtout qu'il n'y a pas besoin de... Enfin, bien que on ait quand même officiellement ces 3 PO qui soient censés être en train d'interpréter, et de temps en temps on le voit dans ce travail d'interprétation, mais on a souvent l'impression qu'ils n'ont pas trop de difficultés de communication, alors qu'on imagine le nombre de langues. Bon, c'est vrai qu'il y a le concept d'une langue commune, il peut y avoir de l'appareillage, et puis vous avez les droïdes qui peuvent faire l'interprétation. Mais ça, c'est vrai que c'est expliqué aussi quand même. Donc ouais, le world building, ça le fait. Ça le fait Ah ouais, carrément. avec un top coup de cœur en ce qui me concerne pour Naboo. Oh oui. J'aime pas toujours ce qui s'y passe sur Naboo, mais alors c'est trop beau. Et ça, on en parlera plus en détail également dans un autre épisode. Ah, c'est vraiment une des plus belles planètes qu'on ait vues, toute trilogie confondue. Hein. Alors, moi, qu'est-ce que j'avais? La bataille de Coruscant au début de l'épisode 3. Au début, tu vois les deux vaisseaux de deux petits fighters. Et puis, ils passent sous un destroyer. Et d'un seul coup, c'est le Dawa complet dans l'atmosphère de Coruscant, ou juste en orbite de Coruscant. Ça part dans tous les sens. C'est vraiment immersion totale. J'ai trouvé que c'était vraiment super bien foutu. Et cette bataille de Coruscant, moi, vraiment, c'est... D'entrée de jeu dans l'épisode 3, j'étais là... Waouh! C'était super, c'était vraiment super bien fait parce que ça commence tout calme, tu vois ces deux petits vaisseaux, etc. Alors t'as lu le screen roll où tu sais que ils ont enlevé le chancelier Palpatine et que ça se bastos au-dessus de la planète, mais ils passent sous le destroyer et là, ah ouais, ça se bastos, oh là 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 là. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de temps mort, que c'était vraiment... Ça devient un petit peu plus chiant une fois qu'ils sont dans le vaisseau amiral des séparatistes pour essayer de récupérer Palpatine, mais vraiment toute la première partie, j'ai trouvé que c'était une super belle scène de bataille, hyper dynamique, vraiment très très réussie. Disons qu'après, ils passent beaucoup de temps dans les ascenseurs. Hein. Faudrait imaginer la petite musique d'ascenseur, tu sais, derrière ta 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 Ah, ta c'est ça, ta quoi. ta pendant tout le reste du film. Ils ont un truc avec les ascenseurs dans Star Wars aussi, hein, je Il y a un sais. truc avec les ascenseurs. Bon voilà, c'est pas un ascenseur, c'est pas l'ascenseur du désir. Hein. Ah non, non, non. Ah bien que, il y a quand même Anakin qui porte ses hommes. Hein, Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, il porte pas Obi-Wan comme une mariée, hein, il le porte comme un pompier porte comme un... un sac de patates. Bah, une victime en l'occurrence, j'aurais dit, mais comme tu veux. Ça a bien dû alimenter les fanfics sur Anakin et Obi-Wan à l'époque, je suppose. Ah bah c'est sûr que là quand il se réveille Obi-Wan du coup bon là ils nous font plutôt le côté il voit le vide au-dessous de lui mais accessoirement il peut voir autre chose là où il est positionné. Bref, jetons un voile pudique sur ces considérations. Voilà. À ton Alors, tour. comme c'est mon tour, je vais dire une chose qu'ils ont très bien faite, c'est ne pas avoir mis bébé Anne. Je leur suis infiniment reconnaissante de ne pas avoir voulu, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fan service, machin, etc. Et pourquoi pas, hein, c'est marrant d'avoir ces petits clins d'œil, ces petits trucs cachés. Mais alors, purée, si nous avait mis petit Anne en train de se balader dans les couloirs, ça m'aurait gonflé, quoi. Ah bah on entreaperçoit le Faucon Millenium dans l'épisode 3. C'est largement suffisant comme œuf de Pâques. C'est effectivement, on n'a pas besoin de voir Anne. Déjà qu'on a vu Chewbacca, alors excuse-moi, mais C'est ça. on avait bien Oui. besoin de voir Chewbacca et Yoda Oh, mais parce qu'ils ont tapement voulu 5. faire. Oh là C'est là. ça, mais ils ont voulu faire l'hommage au magicien d'Oz. Mais c'est toi, monsieur l'épouvantail, qui me manquera le plus. Ah Au là revoir, là. Chewbacca. C'est Yoda en Dorothy, tu sais. Ouais, Avec ses ouais, mais talons.
Moi, ça m'a pas attendri, ça m'a juste saoulé. À ce stade, ça m'a saoulé, quoi. C'était non, mais c'est bon, voilà. La galaxie est un village, vous faites chier, quoi. Bon. Oh, bah c'est surtout une opportunité ratée parce que s'il avait pris Chewbacca avec lui dans sa petite navette, peut-être qu'on aurait enfin la sextape de Dagobah. Qui devrait aussi faire partie de l'ADN de notre chaîne maintenant que j'y pense, Aurélie. Écoute, on ne sait pas avec le Mandalorien, on va peut-être pouvoir accrocher les wagons. Ce sera Ah, bah le sujet d'une j'espère. prochaine vidéo, une autre fois. Lâchez la sextape. Elle est conservée dans le coffre-fort de Lucasfilm. Attends, ça se trouve, c'est ça que Palpatine il va révéler. C'est peut-être ça le MacGuffin de l'épisode. La sextape de Dagobah. Oh mon dieu. Nous avons mis la main sur la sextape de Dagobah. Oh non! Non, non, il faut absolument le cacher, sinon la force ne sera plus en équilibre. Il n'y a plus personne sera en équilibre mental, j'entends. Hein. Au secours. Qu'est-ce que j'ai... Alors c'est mon tour. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Alors bah, la scène où Padmé fait sa valise dans l'épisode 2. Alors déjà, ça fait slapstick. voilà la super tenue qu'elle porte juste pour faire sa valise. Hein. Excusez-moi, mais moi quand je fais ma valise, je suis en t-shirt jogging, hein, faut pas déconner. Enfin bon, bref, on n'est pas sénatrice. C'est moins hein. glamour. Ah bah c'est beaucoup Non, mais moins attends, glamour, mais en même c'est- temps, personne ne me jette des regards dégueulasses comme Anakin regarde Padmé au point qu'elle lui dise me regarde pas comme ça, tu me mets mal à l'aise. Il continue à le faire, il dit je suis désolée my lady, t'es pas désolée du tout, tu fais flipper. Eh, pire que ça, je te rappelle qu'il la regarde en tripotant des boules. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, il les tripote, il les fait léviter. Il s'entraîne pour la scène de la poire. Ouais. Il s'entraîne pour la scène de la poire. C'est comme ça qu'il l'a Ouais. pécho, hein, en faisant léviter une poire. On sait comment ça se passe, tu sais, tu commences par faire léviter des boules et puis après, le résultat, ça se termine au champ de tir. Hein. Non, non. Donc moi j'avais bien aimé cette scène-là parce qu'elle en dit long sur la dynamique entre eux, en fait. Je trouve qu'après on a des moments gnangnang sur Naboo qui m'ont pas du tout plu, mais ou alors cette scène devant la cheminée qu'on a largement analysée dans notre vidéo sur le sexe dans Star Wars. Mais cette scène où Padmé fait sa valise et oui, il y a cette espèce de rapport de force entre eux. Il ne l'écoute pas en fait, il continue à la regarder comme un vieux pervers, alors que bon, on rappelle, il a 17 ou 18 ans, un truc comme ça, 20 ans grand max. On se dit bon. Elle est mal à l'aise et tout machin. Elle va quand même finir avec lui. C'est un peu space. Et je crois que c'était How It Should Have Ended. Ils avaient fait une vidéo sur l'attaque des clones sur l'épisode 2 où carrément ils avaient montré Anakin. C'était un yandere en fait, hein, complètement. Et ça fonctionnait très bien. Pareil, si je retrouve le lien, on vous mettra en barre d'infos. Bah, c'est surtout que c'est là qu'on voit qu'il s'intéresse pas du tout à elle parce que elle commence à parler d'elle et en fait il l'interrompt pour chouiner quoi sur personne ne me comprend, on me laisse pas faire ce que je veux, j'ai pas le droit de grandir. C'est pas comme ça que tu vas séduire une fille, hein. C'est pour ça qu'on comprend pas ce qui se passe après. Il montre pas le meilleur de lui-même, en plus il se tripote la boule. Il regarde le pervers. Et puis alors pendant ce temps-là, bon, alors encore une fois, tu as le droit de choisir cette scène, je respecte. Mais alors, Padmé fait sa valise. D'abord, elle aurait mieux fait de faire sa valise après la scène sur Tatooine. Ou alors faire sa valise quand elle est en cloque. Je pense qu'elle a plein d'occasions de faire sa valise, elle aurait dû. Elle fait jamais sa valise au bon moment. T'as vu la taille de la valise par rapport à sa garde-robe de dingo et puis la taille des robes, quoi. Je veux dire, elle a mis 3 slips là-dedans et 2 chaussettes, ça m'épate, et sa brosse à dents. Et surtout, Padmé fait sa valise. Attends, elle a des domestiques derrière pour faire sa valoche, quoi. Elle est là avec ça. Avec son petit sac, là, avec son baise en ville. Non, mais attends. J'y crois pas du tout. Bon, bref, ça n'est pas. Ou alors c'est le sac de Mary Poppins, ça va. Oui, c'est ça, c'est le Elle peut visuel mettre que tout ce j'ai eu. qu'elle veut dedans. Voilà, c'est ça. Elle met sa lampe, son machin, son truc. Non, Le la porte-manteau. valise de- Ou alors, autre théorie, une fois qu'ils arrivent sur Naboo, elle a accès au reste de sa garde-robe dans sa résidence secrète, Oui, pas du tout secrète sur le lac. Hein, bon. Elle a sûrement des robes sur place, oui. Et puis au pire, elle va faire du shopping, c'est pas grave. Mais j'avoue que l'image d'Anakin en train de tenir les cintres pendant qu'elle est en train d'essayer des vêtements dans la cabine m'éclate assez, tu vois. Mais il y a de quoi faire. Non, mais c'est vrai qu'il y a un moment comédie, tu sais. Madame fait sa valise. Bon. Bon, mais encore une fois, je sais, on devrait pas rentrer dans la polémique prélogie. Oui, on peut aimer la prélogie. C'est à moi du coup. T'as fini avec la valoche ou Je pense qu'on a fait le tour de la valise de Padmé. Oui. Bon, on va boucler la valise de Padmé. Je sais pas si on peut faire le tour de la valise de Padmé. Je te dis, c'est le sac de Mary Poppins. Mais bon, on va refermer sa petite valoche. Alors, moi, je pense que c'est le dernier moment. Hein. Donc après, si t'en as d'autres, tu peux t'éclater. Ah, j'en ai plein Le d'autres. dernier
Ah bah alors voilà, moi le dernier moment que je vais retenir, si je veux rester poli, c'est le moment où Vador reçoit, où Anakin devient Vador. Mhm. Alors non, pas le moment où il se met debout en Frankenstein en hurlant non, mais le moment où il y a le masque qui descend sur son visage. Ouais. Alors parfait, on avait parlé des ruminations de Padmé, il y a des espèces de petits moments comme ça de magie. C'est vrai que ces yeux, encore une fois, on est dans le visuel, dans ce que tu as dit, dans le fait qu'il n'y a pas de dialogue, on est dans le visual storytelling. Ce tombeau qui lui redescend, là où on voit, il y a l'électronique et tout, on est à l'intérieur du masque. Du coup, le spectateur se retrouve à la place d'Anakin, ça c'est fort aussi en termes Mhm. d'image, c'est-à-dire que on est nous aussi dans le tombeau, on est en train de se faire enfermer dans la mythologie de Vador en même temps qu'Anakin. Très beau ce moment. Avec ce moment où il y a plus de souffle, enfin où il arrête de respirer, où il meurt, hein, et puis on entend le premier souffle de Vador, c'est vrai que ça donne des frissons, c'est superbe. C'est iconique. Moi, je l'avais noté aussi, toute cette séquence jusqu'à ce que non, qui gâche tout quoi, ou presque. Mais en plus, tu as ce regard sur le visage de l'acteur au moment vraiment où le masque descend. T'as une espèce d'éclair de frayeur et ce sentiment de Oui. fatalité dans ce regard. Je crois que ça avait pas mal inspiré Ryan Johnson. Je crois que c'est Ryan Johnson qui en Oui, avait parlé en interview. c'était Christy qui avait posé la question. Christy qui fait des métas sur la musique et qui est compositrice. Et elle s'était retrouvée à Collider à poser des questions, comme plein d'autres, hein, dans le public, à Ryan Johnson. Elle avait demandé ce qui passait dans la tête de Kylo au moment où Rey partait sur le faucon à la fin du dernier Jedi. Et c'est lui qui avait comparé en disant que ben, c'était comme à la fin de La Revanche des Sith, où finalement il y a plein de choses qui se passent dans le regard d'Anakin et que c'est à nous d'interpréter et qu'il voulait laisser au spectateur le loisir d'interpréter, mais qu'il avait vraiment comparé les deux moments. Et C'était c'est très beau. hyper fort, c'est des moments très très forts. Ça en dit long sur ce dernier échange muet, c'est le seul Force Bond où il ne parle pas, à la fin de l'épisode 8 quoi. Donc c'est... Et cette scène, et pareil, moi ça m'a fendu le cœur quand t'entends la voix de James Earl Jones qui demande à Palpatine où est Padmé, est-ce qu'elle va bien. Les premières paroles de Dark Vador dans le costume de Dark Vador, ce sont pas du tout celles auxquelles on pourrait s'attendre, mais c'est à nouveau sa femme, l'amour de sa vie. Est-ce qu'elle va bien? Ça m'a fendu le cœur. J'ai trouvé que c'était très très beau. Jusqu'à ce que non vienne pas tout gâcher, mais bon, c'était vraiment. Alors là, pour le coup, il aurait fallu au contraire qu'il soit prostré, un peu bah, comme Kylo à la fin de l'épisode 8, dans le silence, qu'il se referme sur lui et que tu sentes tout le poids de cette douleur, de la culpabilité, qu'il écrase un tombeau supplémentaire qui se referme sur lui juste après l'armure en fait. Après, il y a des très beaux dessins qui ont été faits en fan art et en BD où on voit Vador qui va sur le tombeau de Ah Padmé. ouais. Et je crois qu'il y a même un jeu vidéo où on le voit en train de se balader dans le palais Naboo et il y a un vitrail avec Padmé tel qu'il l'avait vu. Enfin, non, il l'avait pas rencontré à ce moment-là, mais tel que nous on l'avait découverte en reine de Naboo dans le premier épisode. C'est poignant, effectivement, c'est assez émouvant de voir ça. Ouais, ouais, ouais. Du coup, t'as fini toi? Ah, moi j'ai fini, moi. Je laisse tomber le micro là. Non, non, mais je vais rebondir sur ce que tu dis, mais ouais, je crois que malheureusement, à moins que j'ai un flash d'un coup, là, à partir de maintenant, je crois que si je parle, je vais juste être désagréable. Non, moi je pense que par exemple, tu as évoqué le thème du Duel of Fates, le duel des destins dans l'épisode 1. Je trouve que le combat, alors les combats de la prélogie, moi je suis vraiment pas fan. Du tout. Trop de galipettes, machin, me lancez même pas sur Yoda qui rebondit comme un petit pois énervé dans l'épisode 2. Non. Mais ce premier duel là sur Naboo entre Obi-Wan, Qui-Gon et Darth Maul, je trouve qu'il est extrêmement réussi parce qu'il y a des moments avec les espèces de portes laser là où t'as des pauses dans le combat, t'as la tension qui monte, les acrobaties sont bien, elles sont pas too much. Ce duel, ce combat au sabre laser, il est vraiment top. Il est vraiment bien, je trouve que c'est le meilleur de la prélogie. Avec la musique en plus.
Bah, je dirais que enfin, pour moi, c'est la musique et le charisme des acteurs Mhm. qui font que ben, tu t'en souviens. Après, c'est vrai que bon, chacun vit ça comme il veut. Moi, en termes d'investissement, il n'y a pas vraiment d'enjeu dans leur duel par rapport au personnage, parce qu'on n'a pas le temps enfin, tu vois, enfin bah, on sait qu'Obi-Wan il survit déjà, donc on s'en Ouais. fout. Euh, bon, Qui-Gon, bah, on sait qu'il y est plus après, donc on se doute qu'il va se faire. Et puis qu'on se dit, bon, ben, on va faire comme Obi-Wan dans le. Donc c'est vrai que du coup, on connaît déjà l'issue du duel, hein, j'ai envie de Mhm. te dire, hein. Et puis pour le coup, bah, Darth Maul, à part qu'il est stylé, on n'a pas eu le temps non plus de s'attacher à lui. Enfin, il a eu une phrase. Ouais, il a un design, et c'est vrai qu'on s'en souvient, il est mémorable. Et le moment où il enlève sa capuche, tout ça, c'est très beau, hein. Ça, oui, on s'en souvient clairement, ça fait partie des images qui te ressortent direct. Mhm. T'as un peu l'impression que c'est une opportunité manquée. Après, c'est vrai que la musique fait que et oui, bah, c'est l'acteur qui fait Darth Maul a été choisi parce que c'était je sais plus si c'était champion, mais en tout cas il avait une technique d'arts martiaux, c'était un artiste extrêmement physique et donc du coup ça nous change effectivement au niveau des duels. La dynamique du duel n'avait rien à voir avec Mhm. ce qu'on pouvait retenir de la trilogie originale. Sauf que dans la trilogie originale, eh ben il y a de l'émotion, il y a de l'enjeu psychologique qu'il y a peut-être pas trop ici. Enfin, en Ouais. tout cas, de mon point de vue, d'un certain point de vue qui est le mien. Et Moi, je préfère de toute façon les duels plus gritty, plus films de samouraï, de la trilogie d'origine ou de la postlogie, où en plus tu as de l'émotion, les enjeux sont vraiment énormes. Et je pense que dans l'épisode 9, on va avoir des duels au sabre laser. Alors là, on va atteindre des sommets. Dans la prélogie, donc ce premier duel, il est bien parce qu'effectivement la dynamique est différente, il fonctionne bien pour la musique, la tension, la mise en scène et tout. Et après, ça devient du jeu vidéo dans l'épisode 2. Et moi, c'est là que je me suis fait chier pendant les duels, quoi. Vraiment. Y compris le duel entre Anakin et Obi-Wan dans l'épisode 3. Faut le faire quand même. alors j'allais dire, moi je trouve que les duels sont propres, quoi. Ça fait très propre. Ça fait pour le coup cap et épée, tu vois, Errol Flynn, bon bah voilà, tu te fais pas une suée, hein, y a pas une mèche qui bouge. Le seul duel qui est moins propre, c'est celui d'Anakin et Obi-Wan, parce que là pour le coup, bon tu me diras, il y a la lave derrière et le machin, donc oui, il y a plus de sueur, encore qu'Obi-Wan garde bien son brushing. Mais Anakin évolue dans le truc. Après, bon, c'est juste le côté complètement délirant du duel, où tu sautes. Mais là, comme dans le gros cliché du film de KPDP, alors comment est-ce qu'on va pouvoir les mettre de manière complètement pas pratique? Alors, un sur l'escalier, l'autre qui est machin, on s'accroche à la tragne à rideau, il y en a un qui descend le long du drapeau. Enfin, tu vois, c'est un peu ça. Puis là, en plus, en imaginant, avec je sais pas combien ils sont de Fahrenheit, mais bon, t'imagines 3 secondes, comment c'est possible d'être là sur leur petit robot mineur, là, genre mineur publicité, là, en train de se. Oh non, ça non. Ça Et puis marche. bon, c'est vrai qu'on on gagne, non, mais tu vois, comme dans les films de KPDP, tu gagnes quand t'es en haut de l'escalier, quoi. C'est celui qui est le plus haut qui, qui arrive à gagner. I have the high ground. Je vais gagner. C'est Non, ça. mais c'est complètement con. Bon, on repart sur du terrain dangereux là. On risque de recritiquer. Et on avait dit positivons, positivons. Donc oui, belle musique, beau style. T'en as encore, alors vas-y, Ah ouais, balance. la course-poursuite sur Coruscant, dans l'épisode 2, une fois qu'ils ont sauvé la vie de Padmé quand t'as les deux vers de terre empoisonnés qui essaient de la buter et qui sont en train de courser la Bounty Hunter, la chasseuse de primes, qui a une tenue en plus hyper stylée. Elle est magnifique, ça. Zamoiselle. Ouais, Ouais. voilà. La course-poursuite dans Coruscant, moi, ça m'a fait penser au cinquième élément quand Lilou atterrit dans le taxi de Bruce Willis et de Corbin Dallas et que après c'est la course-poursuite dans cette circulation complètement dingue. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce Bah, c'est passage. normal, non? C'est la même référence BD en fait, je crois, hein. Bah c'est ça, et moi ça m'a beaucoup plu, y compris le moment où ils arrivent dans un bar où t'as un mec qui propose des acides ou je sais pas quoi La à, à, drogue. à Obi-Wan de la drogue. Donc tu découvres Coruscant by Night, oui il y a une vie nocturne, bienvenue à Pigalle sur Coruscant. Moi ça m'a vraiment toute cette séquence, je l'ai trouvé top. Pareil, il n'y a pas de temps mort, elle était bien foutue. Je ne dirai rien. Je ne vais rien dire. Je vais rester positive. Bon, t'en D'accord. as d'autres? Ouais. J'aime beaucoup dans l'épisode 2 aussi, déjà la tenue de Padmé genre déesse
déesse grecque, la tenue bleu ciel, là où elle montre un petit peu de bidou, avec des drapés pas possibles. Ils sont sur Tatooine, là. Et où Anakin va essayer d'aller retrouver sa mère. Elle lui dit au revoir. Et tu as leurs ombres portées Ah oui, je l'avais noté. sur la Oui, maison oui, en oui. pisé. Alors la tenue de Padmé est sublime. Je pense que c'est une de mes préférées, si ce n'est ma préférée, tout film confondu. Et au moment où il y a les ombres portées, où t'as le visage d'Anakin, on dirait l'ombre du masque de Dark Vador. C'est un truc de fou. Il est Oui, je magnifique ce l'avais noté, passage. merci de me l'avoir rappelé parce que il figurait et tu vois, je l'ai tellement mal mis sur mes notes que j'arrivais pas à me relire. Mais oui, oui, carrément, j'aime bien ce passage-là aussi. Ouais. C'est vraiment très très beau. Et pareil, c'est du visual storytelling. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses et c'est une image qui te reste à l'esprit. Si on reste sur Tatooine, j'aime beaucoup la toute fin de l'épisode 3 où tu as Beru qui porte bébé Luke dans ses bras et puis l'oncle Owen qui regarde le double coucher de soleil. Hop, avec le thème de la force qui arrive avant le générique de fin, quoi. Petit rappel du moment où Luke voit le double coucher de soleil sur Tatooine dans l'épisode 4. J'ai beaucoup aimé ce passage aussi, c'était très très beau. Rappel subtil. Moi, ce que j'aime bien avant, c'est Obi-Wan McGregor qui arrive, qui arrive avec le bébé sous le bras, on dirait qu'il fait du trafic de bébé. Je pense que le trafic de drogue a dû l'inspirer avant. Il est là, il le cache sous le manteau, tu sais, il est là, achète mon bébé, j'ai du bébé à vendre. Tu sais, il le ressort comme s'il avait ses montres, tu sais. Mais il y a un côté Hagrid avec Harry Potter dans l'école des sorciers au tout début. Il arrive sur sa moto pétaradante et puis il sort bébé Harry qui dort du sommeil du juste. Il le sort de dessous son manteau, tu sais, pour aller déposer Harry chez sa tante. Moi, ça me... avec le recul, ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Ouais, c'est effectivement le classique du bébé arrivé en recommandé par le mage là, auprès de la famille d'accueil, oui. Ça change du panier d'osier sur le Nil, hein, écoute. Oui, bah c'est-à-dire que sur Tatooine, le berceau il serait jamais arrivé jusque chez Beru avec les cours Il n'y d'eau, a hein. pas d'eau. Mais bon, C'est ça. t'as notre Jesus de l'espace qui amène notre Ah, Moïse de l'espace, mais bon. petit pêche Jésus slash trafiquant de bébé quoi, c'est exactement ça. En train de se caresser la barbichette. Avant d'aller s'installer dans sa maison de pisé dans les montagnes pour garder un œil C'est sur le ça. petit, vu qu'ils l'ont Pour un aller peu... cultiver sa marijuana derrière. Je pense qu'à mon avis, c'est lancé dans le trafic pendant toutes ces années. Tu vas voir que la série sur Obi-Wan, ça va se terminer en Breaking Bad de l'espace. Ça va être le labo de Met. Il va faire de la drogue. En même temps, il en a besoin, il est en stress post-traumatique, Pépère. Hein, C'est donc, ça, il fume. Il fume. Tu vois, ça va être un mix entre Breaking Bad et Thor dans le dernier, là, dans le Endgame. Là, il va être là. Bon, on sait qu'il a pas pris de poids, mais je pense qu'il va passer du temps. Ah, mais le poids, c'est la bière. C'est pas la bœuf, c'est C'est la ça, bière. oui, 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 non, non, mais du coup, c'est pour ça. Je pense qu'il s'est pas noyé dans l'alcool, mais il aura trouvé d'autres substances. Histoire de tenir le coup, Pépère. C'est pour ça qu'il est très au courant du repère de malandrin qui se trouve sur Mos Eisley. C'est là où il va dealer. Exactement. C'est là où il a son réseau secret, Pépère. Bah voilà, ça y est, moi je vous l'ai fait la fanfic de Obi-Wan. Ça y est, hein, si Lucasfilm veut m'engager pour écrire le scénario de Obi-Wan, moi je vous le fais, hein, y a pas de souci. Ça va être le moment, tu sais, de ratisser large et de ramener les fans de Breaking Bad, des C'est Sopranos ça. et tout. Bah, une De version Weeds. adulte. De Weeds, Oui, tu sais. c'est ça, Et une de version adulte. Nurse Jackie aussi, tu vois, il a un côté un peu Nurse Jackie. Mhm. Ah non, mais il y a un bon concept, hein, garde. Franchement, hein, Lucasfilm, réfléchis-y, hein, faut y réfléchir. C'est une bonne idée. Ça se trouve, c'est ce qu'ils ont déjà fait, je dis ça, mais peut-être Ça qu'ils se ont trouve, déjà ils ont écrit ça. déjà pensé, hein. Tu ne sais pas. Verdict quand la série va commencer. Tout à fait. Bon, est-ce que Alors t'as autre chose? ensuite, ouais, bah ouais. Ah oui, alors on a encore. Mais tu sais qu'à ce rythme-là, tu vas nous avoir fait tous les films. Enfin, je veux dire, il va plus rien avoir à critiquer en fait. J'adore le passage où Anakin se sépare de Shmi. Déjà, j'aime beaucoup le personnage de Shmi. Je trouve que l'actrice, elle est tout en retenue, etc. Mais elle est rayonnante. Elle est vraiment... Il y a quelque chose de très beau associé à cette actrice et à ce personnage, à la matriarche, hein, finalement, des Skywalker. Et le moment où elle se sépare d'Anakin, j'ai trouvé que c'était vraiment très mignon et très poignant. Et que ça sentait bon le désastre. Hein, donc, moi, c'est une scène que j'aime beaucoup. Ouais, Shmi,
elle est très bien. C'est aussi, oui, j'avais dit tout à l'heure, j'avais dit qu'il n'y avait pas assez de personnages féminins. Bon, le fait est qu'on passe pas assez de temps avec Shmi ou avec Beru d'ailleurs, qui sont des héroïnes du quotidien qui mériteraient d'être mises en avant. Que oui, Shmi aussi, c'est une belle création de personnages féminins. Tout à Elle fait, est je suis d'accord vraiment avec toi. hyper touchante, ouais. Du coup, j'enchaîne sur le moment où Anakin est présenté au Conseil des Jedi de ces gros cons, donc toujours dans l'épisode 1. Ils sont tous là en train d'allumer un enfant de 9 ans. Hein, un ancien esclave qui vient d'être libéré, qui vient de passer, d'être séparé de sa mère, etc. Ils sont tous là comme des gros connards à lui dire mais tu as peur de perdre ta mère, machin, tu as peur? Bah oui, j'ai été séparée de ma mère. Elle te manque? Bah oui. Ah là là, c'est pas bien, gna 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 gna. Et Et puis t'es trop vieux. à un moment donné, il les envoie chier en disant c'est quoi le rapport en fait? Quel est le rapport avec il les envoie bouler, donc ils se déballonnent pas quand même face à cette armada d'abrutis de moins de 100 cœurs. Hein, excusez-moi, j'ai une dent contre les Jedi hein, pour ceux qui n'avaient pas encore compris. Et donc du coup, moi j'aime bien le moment où il les envoie chier du haut de ses 9 ans. J'ai trouvé que c'était bien parce qu'il a raison. C'est quoi le rapport? Vous êtes tellement déconnecté de la vraie vie que vous voyez pas que vous avez en face de vous un enfant de 9 ans qui vient de quitter sa mère pour toujours. En plus, elle est restée en esclavage sur une planète qui appartient aux Hutt, donc qui échappe à la juridiction de la République. Il arrive sur une planète où il ne connaît personne. Il a froid. C'est un enfant du désert, il se pèle le jonc dans l'espace et sur Coruscant. Il connaît pas tous ces gens très puissants. Enfin, vous êtes vraiment des connards, quoi. Donc j'avais bien aimé le fait qu'il les envoie chier, qu'il perde pas complètement son aplomb face à tous ces abrutis. Donc voilà, ça je voulais quand même le signaler. Ouais, la scène elle est ultra dérangeante. Il y a effectivement une vraie critique de l'institution de Jedi qui aurait pu, enfin qui est en germe. Est-ce qu'elle est faite trop subtilement parce que les Jedi restent d'une présentée comme des héros dans la prélogie, alors que c'est vraiment très problématique. Hein. Les gens qui vous disent Reylo est toxique, bah s'ils veulent, mais pour moi les Jedi sont franchement toxiques et on n'en parle pas assez. Et du coup, c'est vrai que ça aurait pu amener à être plus creusé, on va dire, sur les deux autres épisodes. Et j'ai l'impression que l'essai n'a pas été concrétisé. C'est-à-dire que Lucas n'a pas forcément osé y aller. Et tu vois, même maintenant, on reste dans. Bon, Luke amène encore une réflexion dans le dernier Jedi, mais c'est pas complètement poussé parce que, encore à la fin, on dit ah oui, mais non, je serai pas le dernier Jedi. Ça veut dire qu'il reste un mythos, une mythologie positive du Jedi qui reste quand même tout le temps présente. Ça me chiffonne un peu, moi. Ouais, parce que tu vois, finalement, même s'il revient un petit peu sur ce qu'il a dit, ou alors, je pense que quand il dit à Kylo, je ne serai pas le dernier Jedi, il a déjà compris que ça allait évoluer, que ce serait plus les Jedi old school. Mais c'est vrai que dans l'épisode 8, il passe son temps à balancer à juste titre l'ordre Jedi sous le tramway, y compris Obi-Wan. À un moment donné, il balance Obi-Wan sous le train, là, en disant c'est quand même lui qui a formé Dark Vador, quoi. Ils avaient Darth Sidious, et c'est intéressant qu'il utilise le terme Darth Sidious. C'est la première fois qu'on a un personnage de la trilogie d'origine qui appelle Palpatine autre chose que l'empereur, qu'il appelle Darth Sidious, donc par son nom de Sith, son titre de Sith. Et il les balance tous sous le tramway, et il a bien raison. Mais ça arrive trop tard. Il aurait fallu que cette réflexion, elle soit amenée vraiment, que la critique soit ouverte dans la prélogie. Et malheureusement, George Lucas n'est pas allé au bout de cet ordre religieux qui endoctrine des enfants très jeunes et qui est complètement déconnecté de la réalité du monde et qui c'est des gros cons. Encore une fois, les Jedi sont des gros cons. On vous renvoie vers la vidéo de MJ, quoi. Alors j'en ai encore. Ah, ton mince! Ah bah dis donc, quand il y en a plus, il y en a encore. J'en ai encore deux. La scène du mariage dans l'épisode 2, je l'aime beaucoup pour son ambiguïté. Visuellement, elle est très belle. La lumière sur le lac de Côme est magnifique. Bon, de toute façon, Naboo, tu l'as dit, c'est une des plus belles planètes, si ce n'est la plus belle planète, quoi, qu'on ait vue jusqu'à présent. Cette lumière est magnifique, la musique de la Force est magnifique, la robe de Padmé, c'est un bijou. C'est d'ailleurs un crève-cœur de voir qu'il y a autant de travail qui a été mis dans cette robe, on la voit un quart de seconde. C'est une nappe, la robe. Elle a été faite à partir d'une nappe qui a été trouvée au marché aux puces. Avec toutes ces... Et c'est vrai que Trisha Bregar, elle a utilisé énormément de pièces vintage. Ouais. Ça, elle le dit pareil, dans les bonus du Blu-ray de la prélogie. Et c'est intéressant de voir comment elle a détourné des éléments de garde-robe vintage pour se les réapproprier et créer quelque chose de différent. Mais en même temps, dans cette scène qui devrait être une scène heureuse, tu as en germe le désastre à venir, et notamment c'est véhiculé par la main mécanique
d'Anakin qui prend la main bien en chair, bien réelle de Padmé, la main humaine. Donc moi c'est vraiment une scène que j'aime beaucoup, cette scène du mariage en fait. Parce qu'elle est très bien faite et en même temps elle annonce des choses qui sont complètement en contradiction avec ce qui est en train de se passer quoi. Bah ouais, enfin disons que je l'aime bien maintenant par rapport à la postlogie. C'est vrai qu'après, ce que tu disais avec la main mécanique, oui, c'est annonciateur comme l'ombre de Vador qui se met entre eux dans la scène sur Tatooine. Ça, ce sont des petits moments annonciateurs qui montrent que la trilogie a été pensée, a été organisée, structurée, et donc les moments sont bien articulés les uns par rapport aux autres. Après, si on va dans la question du handicap, etc., encore une fois, ce que ça peut montrer, c'est dérangeant également. Enfin, c'est maladroit, Mm. peut-être pas dérangeant, mais... Et puis en plus, ça montre aussi, il y a ce que tu dis, c'est-à-dire que ça montre que leur histoire que peut-être le côté mécanique va prendre pas peut-être, encore une fois, c'est pas un spoiler, mais que le côté mécanique va prendre le pas, le côté obscur. Ça montre aussi que Padmé renonce jamais à cette humanité et à cette bonté possible d'Anakin, puisque elle donne, comme tu dis, sa main bien en chair, son espoir, hein, son amour, à cette forme de déshumanisation de la personne qu'elle a choisie. Ouais. Et encore une fois, c'est du visual storytelling. Il n'y a pas une ligne de dialogue. Ah bah on en revient toujours là, voilà. Mais Ouais, ma moralité, prélogie, tu es bonne quand tu n'as pas de dialogue. exactement. C'est vrai, on a cité aucune ligne de dialogue en fait. On est cohérente parce que ce qu'on aime beaucoup dans la postlogie, ce qui fonctionne beaucoup à notre avis, c'est qu'il y a énormément de visual storytelling. Et ce qu'on apprécie dans la prélogie, c'est quand même beaucoup de scènes où c'est cette technique qui est appliquée et qui fonctionne. Oui, bah en même temps, dans la postlogie, ils ont aussi des dialogues qui fonctionnent. Oui, Là, en c'est vrai plus. que, voilà, c'est-à-dire que c'est fromage et dessert. Bon, là, on a que le reblochon, là, mais du coup, la tartiflette. Mais, mais ouais, non, c'est vrai qu'il y a des choses qui visuellement sont très chouettes, oui, ça, c'est sûr. Et j'en ai un dernier. Oh, mon Dieu! Le couteau à fromage, je voudrais quand même mention spéciale pour le sabre violet de Mace Windu, Ah, d'accord. parce que je surkiffe ce sabre. Le seul sabre. Parce que juste la couleur est trop bien et j'aime beaucoup l'idée que en fait c'est juste Samuel Jackson qui a fait pas un caprice de star mais qui s'est pointé vers George Lucas en disant ah j'aimerais trop avoir un sabre violet mais on n'en a jamais vu, est-ce que c'est possible? George Lucas très décontracté, bah oui tu auras un sabre violet et Oui, derrière le story group qui sort les rames pour trouver une oui. explication. Oui, non, mais c'est pire que ça, parce que je crois que juste avant ce passage-là, je crois qu'il y est quelque part en making-of, tu vas avoir du boulot à le chercher, mais il y a le moment où George Lucas est en train de faire toute une théorie sur, enfin, il explique, ouais, c'est normal, le côté obscur, c'est toujours avec des sabres laser rouges, et le côté lumineux, c'est toujours avec du vert ou du bleu, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Enfin, c'est la mythologie de base. Et puis derrière, comme tu dis, t'as Samuel Jackson qui arrive, ouais, enfin, en même temps, ce serait cool d'avoir du violet. Bon, bah d'accord. Juste après avoir fait tout son truc en disant c'est l'essentiel, c'est l'ADN de Star Wars, c'est ça. Il y a rien entre les deux. Et puis après, ça a été la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, du blanc, du machin, du jaune. Et puis alors, on doit nous donner les théories en disant bah ouais, c'est la manière dont le Kyber répond par rapport à l'émotion et la spécificité de l'utilisateur de la force en question, selon que tu es méditatif, je sais pas quoi, soldat, enfin un peu comme les pierres de couleur là qu'on achète Oui, d'ailleurs pour les gamines, hein, encore une fois, qui vous donnent vos émotions là. Quand t'es vénère, c'est rouge. Quand t'es content, c'est bleu. Voilà, c'est amusant quand même, hein. En fait, ils ont leur petite pierre de cristal pour savoir leur humeur, quoi. mais du coup, c'est vrai que dans la trilogie d'origine, on n'avait pas toute cette théorie, tout ce lore sur les cristaux Kyber. Mais moi, je trouve ça fascinant, du coup, ce que c'est devenu. La façon dont un Jedi, un futur Jedi va créer un lien particulier avec son cristal. Et la façon dont on saigne un cristal, ça nous renvoie vers Kylo et son sabre tout chelou, bien sûr, dans la postlogie. Du coup, de ce truc complètement con, genre, ah, j'aimerais bien avoir un sabre violet, qui est super badass, hein, moi j'adore son sabre, en découle plein de choses pour l'univers étendu de Star Wars. Donc du coup, je ne désespère pas d'avoir un sabre dans ma couleur préférée, qui est, oui, le rose. Un sabre rose, s'il vous plaît, dans l'univers étendu, moi je surkifferais d'avoir un sabre rose. Pas nécessairement en plus qu'il soit avec une fille, un sabre rose avec un utilisateur de la force garçon, alors ce serait
encore mieux. Donc voilà, Lucasfilm, Ouais, si ce vous nous serait bien. écoutez, un sabre rose s'il vous plaît. Bon, je suis pas Samuel Jackson, hein, je me fais pas d'illusions, mais Faudrait pas qu'il fasse une bourde en mode ah bah c'est un sabre laser rose, ça va être un homosexuel, tu vois. S'il faisait ça, ce serait vraiment trop con, ah quoi. oui, non, un mec Ouais, hétéro, parce qu'après tout, les hommes hétéros qui bah pour portent du rose, éviter, ça leur va ouais, super bien. ce serait une très jolie couleur, mais pour éviter, enfin j'espère qu'ils n'iraient pas tomber dans cette chose trappe, tu vois, Ah parce que oui, ça, non, franchement, pas le cliché de la folle parisienne avec son sabre rose, s'il vous plaît, pas la cage aux folles, par contre, faites ça la bien. cage aux Jedi. Bientôt la comédie musicale. On savait que ça Est-ce que allait cette partir fois en tu en as cacahuète. fini avec la Ah prélogie? bah oui, j'ai réussi à caser mon sabre violet et mon sabre rose, moi c'est bon, là, là je suis au top, hein. Eh ben, tu vois, parce que c'est bien, on a même fait des doléances auprès de Lucasfilm. Alors, on n'est pas naïve, hein, on va pas penser qu'ils vont nous écouter une seconde. Et alors, bah, encore une fois, si vous voulez nous partager, enfin, on espère que cet épisode vous aura plu. Si vous voulez nous faire partager vos préférences de prélogie, si vous êtes d'accord ou pas, ou ce que vous aimez bien, ce que vous aimeriez bien voir aussi, puisque c'est ce qu'on a dit, qui ressort de la prélogie, et ben, faites-nous en part. Avec grand plaisir, voyez, hein, la prélogie, on trouve plein de trucs à aimer, y a aucun souci, même pour nous, la vieille génération qui les a découverts à l'âge adulte, donc On n'en est pas encore à tout est bon dans le cochon. non, faut On n'est pas pas non plus déconner à... non plus, hein. Voilà, c'est pas non plus tout est à chier dans le boucher, mais mais on peut trouver des morceaux choisis et Des des knackis, des caisses exactement. Si j'allais dire quelques, tu m'as vu arriver avec mes gros sabots. c'est Quelques grave. knackis, vous pouvez vous faire quelques petits hot dogs dans la prélogie. Et on vous laisse là-dessus, hein, qu'est-ce que t'en penses, Et sur Claire? ce, eh ben oui, sur ce, on vous dit bon appétit. À très bientôt À très sur un prochain bientôt! épisode.